Bien, on est de retour dans notre salle, grande salle de réunion. On attendait les collègues qui nous rejoignent, ils étaient de l'autre côté de la rue. Maintenant, on est tous là. On va faire un petit débriefing sur les différents ateliers. Euh, et ensuite, Jean-Marc il prendra le relais pour la fin. Donc, on commence par quel atelier? Celui de l'exception, peut-être. Allez. La présentation du matin. Donc, les retours sur l'éco-conception, c'était plutôt des bons retours. On avait des retours positifs avec des gens qui sont intéressés, qui aimeraient potentiellement utiliser ce support dans différents ateliers. Alors, on a eu différents témoignages de personnes qui pilotent des groupes défis, d'une enseignante, d'une étudiante également. Puis après, on a eu des échanges aussi, donc c'est assez intéressant. Ce qui est ressorti, donc il y avait une question sur est-ce qu'on peut personnaliser finalement le cas d'étude, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment. Enfin, il existe quand même un certain nombre de cas donc, qui peuvent correspondre à des cas un peu plus particuliers. Les seconds points. Il y avait la question des phases non productives aussi, pour intégrer les réflexions dès la plantation, parce que ça pouvait potentiellement impacter les pratiques annuelles derrière. Voilà ce qu'on s'était dit, c'est qu'une plantation, voilà, elle est sur 30 ans, donc quand le vigneron réfléchit à la mise en place de sa plantation, ça peut avoir des impacts derrière sur son nombre de traitements ou la sensibilité en tout cas du cépage aux maladies. Nous avons eu le retour d'expérience de l'étudiante était aussi très intéressant parce que ça nous a permis de voir que pour eux c'est un outil vraiment d'apprentissage déjà de ce qu'est le cycle de la vigne, hein, d'un itinéraire technique, et en plus d'une prise en compte des enjeux environnementaux. Ce qu'on a trouvé assez intéressant, c'était que ça permettait aussi pour eux de comprendre les enjeux du viticulteur. C'est-à-dire que se mettre à la place du viticulteur avec les choix entre est-ce que je traite pas, à quelle dose. Tout de suite, on comprend l'intérêt. C'est pas un viticulteur traite pas pour le plaisir finalement. On se rend compte que c'est bien pour produire du raisin derrière. Et donc, comment on concilie le désir de pas impacter l'environnement et en même temps de quand même avoir des raisins au bout de la campagne. Je sais pas ce que je vous dis. Après, il y avait c'est une perspective aussi qui a été donnée en termes d'utilisation, c'est courant 2021, il y allait avoir un appel à projet pour des groupes 30 000, il y allait avoir aussi le renouvellement des groupes défis avec des nouveaux groupes et des programmes, des plans d'action qui repartiraient de zéro. Donc, ils seraient d'autant plus intéressés pour utiliser ce jeu, la plateforme Vitipoli, pour bâtir les projets des groupes et travailler avec les groupes sur le changement de pratique des nouveaux groupes. Ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est aussi l'intérêt pour les viticulteurs de travailler ensemble sur un itinéraire technique qui est visuellement assez facilement analysable, puisque c'est un plateau, et l'intérêt de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, et finalement le déclic de changer de pratique du témoignage d'un vigneron qui a déjà mis en place ce changement de pratique. Et donc, nous, on voit vraiment l'intérêt par rapport à ça, c'est la démonstration par l'exemple, et c'est un vrai enjeu par rapport à ça, parce que généralement, les viticulteurs changent beaucoup plus vite de pratique, enfin, ça adopte plus rapidement la pratique, en tout cas, lorsque un de leurs collègues l'a déjà mise en œuvre. Parfait. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Non, il y avait peut-être juste pour finir, on nous a aussi posé la question de la mise en œuvre du jeu à l'échelle de l'exploitation. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, voilà. A priori, de la manière dont on l'a mise en œuvre dans les ateliers, ce qu'on a montré ce matin, on doit pouvoir mobiliser la boîte de jeu pour faire ce travail-là aussi à l'échelle de l'exploitation. Après, ce n'est pas décrit aujourd'hui dans la boîte dans les règles du jeu, mais ça peut être mobilisé. On peut imaginer ajouter quelque chose là-dessus. C'est vrai que ce changement d'échelle, il est important parce que ça permettra d'aller, notamment avec des groupes de vignerons, ça permettra d'aller plus loin dans l'application de règles de décision, dans des réflexions d'équipement matériel. Enfin, des fois, on a besoin d'aller au-delà de la parcelle pour prendre la mesure réelle du changement de pratique, quoi.
Très bien. On passe au deuxième atelier sur l'IP28 et on garde les perspectives. Oui, alors sur IP2Vite, donc le logiciel de calcul des performances économiques d'un changement d'itinéraire technique, on a eu 12 participants à la première session et 7 participants à la deuxième. Cet atelier a permis de visionner un petit film justement sur cet outil et ensuite de reprendre plus en détail en fait le fonctionnement de l'outil et de naviguer au travers des différentes pages. Il y a eu un certain nombre de questions sur les conditions d'utilisation avec des vignerons ou bien dans le cadre de groupes. Donc, notamment le temps nécessaire pour l'utilisation de cet outil, les documents qu'il faut prévoir. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un travail peut-être préalable à faire pour que le vigneron ou les vignerons identifient bien les différents types de systèmes qui existent sur leur exploitation et qu'ils identifient aussi les types d'innovation qu'ils souhaiteraient mettre en place. Donc, l'intérêt de l'outil, c'est vraiment de pouvoir calculer ses performances économiques pas à pas. Et on change une technique, qu'est-ce que ça donne? On en change plusieurs, on voit ce que ça donne à l'échelle à la fois de la parcelle et de l'exploitation. Il y a eu des questions aussi sur justement la diffusion de cet outil. Dans quelle mesure il est actuellement accessible. Donc, ce que Mohamed a précisé, c'est que cet outil avait été déposé auprès de l'INPI et que pour l'instant, en fait, les conditions d'utilisation n'étaient pas encore tout à fait précisées, mais que on pouvait. Enfin, l'idée, c'était bien de l'utiliser au-delà dans la région Val-de-Loire, bien sûr, et aussi au-delà de la région. Les perspectives, il y a eu des questions aussi sur la façon dont on pourrait éventuellement intégrer cet outil d'évaluation économique et l'évaluation environnementale, notamment en parlant du bilan carbone, en intégrant le bilan carbone dans cet outil. Donc ça, c'est éventuellement une évolution, mais quand même à moyen terme, parce que pour l'instant, on n'a pas encore les moyens nécessaires. Compléter ? Oui, exactement. En fait, notre idée, c'était de pouvoir coupler à terme les deux outils économiques et environnementaux. Et peut-être que ce sera dans nos prochains projets de réfléchir à cette idée de comment la mettre en place assez rapidement. Je peux juste un autre élément que je peux compléter, que apparemment aussi il y a des personnes qui sont intéressées par l'outil IP2Vite et je serais heureux en fait d'étudier avec eux des pistes de collaboration pour pouvoir tester et adapter l'outil à d'autres régions. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent qui ont manifesté un intérêt pour notamment utiliser les investissements pour l'évaluation des investissements, ce que l'outil permet de le faire aujourd'hui à travers le changement de pratique. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et je serais vraiment heureux de discuter des pistes de collaboration qui émergent de ces ateliers d'aujourd'hui. Oui, qui émergeait en fait à la fois d'agents de développement, je pense, et puis d'un banquier aussi. Oui. À peu près, c'est ça en fait les principales conclusions de l'atelier sur l'outil de performance et économique. Donc, il reste encore le troisième atelier sur les perspectives qui va nous donner une idée plus large. Ok, donc sur le troisième atelier, effectivement, sur les perspectives en fait de valorisation de la démarche avec ces différents outils. Par rapport à l'accompagnement, on avait 7 personnes dans le premier groupe et 12 personnes dans le second. On a eu un peu de mal au démarrage en fait pour lancer la discussion, mais une fois parti, c'était productif. Je dirais un peu plus au fil de l'eau dans les thématiques, et Léa me complétera. Donc déjà, se dire effectivement quel est le plus important entre
l'outil ou la batterie d'outils. Donc, soit plutôt on a échangé sur l'intérêt en tant que levier d'apprentissage dans la mécanique en fait je dirais d'appropriation et de se mettre en mouvement par rapport au changement de pratique, plus que le sujet, le fond en lui-même, plus que le résultat en lui-même. Donc, ce qui nous a amené effectivement à échanger sur l'intérêt en fait de l'échange entre pairs, ce qui a été dit tout à l'heure, donc notamment en groupe, ce qui rassure, et la défi en fait ou l'enjeu en fait de pouvoir mettre autour de la table des gens qui ont suffisamment de valeurs en commun pour pouvoir se placer positivement dans un échange et en même temps suffisamment de diversité pour enrichir en fait et se compléter. Donc ça c'était un point extrêmement important. Donc en disant quelles sont les conditions finalement pour mettre en place cette démarche d'éco-conception. On a eu donc ce débat passé. Donc effectivement, la question comment on se positionne justement vis-à-vis du public, donc avec les freins parfois générationnels aussi, donc pour entamer des nouvelles démarches de pratiques sur l'exploitation, et quel regard peut être porté par non seulement les pairs, mais les pairs PAIR, mais les pairs PERE. Donc voilà, donc et parfois effectivement, comment on arrive à passer effectivement ces écueils, voilà, donc qui sont pas et c'est cette mécanique effectivement de prise de confiance, voilà, donc en s'appuyant ou en se distanciant quelque part du père ou du grand-père. Voilà. Et se dire effectivement que de toute façon, malgré nos outils, nos batteries, il faut prendre les gens donc là où ils sont et à la vitesse où ils vont. Donc voilà, c'est des éléments assez forts. Sur le second groupe, on est plus parti en fait sur l'enjeu de la bouteille qui a été évoqué ce matin, donc dans le poids au niveau de l'ACV. L'enjeu de la bouteille, donc comment il peut être abordé. Un échange aussi sur l'intérêt donc en fait des outils de manière générale, donc dans les démarches qui étaient échangées par des intervenants donc en coopérative, pardon. Donc par rapport aux thématiques prégnantes aujourd'hui vis-à-vis des riverains, la gestion des risques, etc. Comment on arrive au travers de ces outils donc à décloisonner en fait les approches donc qui sont portées parfois de manière assez vindicative ou en tout cas cloisonnées donc selon les grandes démarches des uns ou des autres. Et quand on dit ça, on va penser conventionnel, bio, voilà, donc ou les différentes. La notion de gestion des risques, donc effectivement comment dans l'expérience coopérative on peut appréhender en fait cette dimension-là pour mettre en place des systèmes techniques qui vont permettre d'anticiper pour mieux gérer le risque en termes d'action préventive. Voilà. Après, un corollaire en fait naturellement donc qui est sorti, c'est effectivement en termes de frein pour avancer la question de la contrepartie au coût en termes de rémunération, donc qui est souvent évoqué. Voilà. Après, on est passé à la diversité très grande en fait des démarches actuelles, des logos, et un peu la jungle dans laquelle à la fois le consommateur s'y perd, à la fois le producteur peut s'y perdre également. Et au bout en tout cas dans la discussion, s'est dégagée l'idée que sans doute la démarche de l'ACV, de la performance environnementale, de tous nos travaux conduisent à un jeu effectivement de transversalité pour mettre un peu en cohérence et replacer chaque démarche à sa juste mesure ou à sa juste finalité par rapport à des objectifs qui peuvent être aussi donc très en lien avec les attentes clientèle, donc dans une approche peut-être un peu donc marketing de la demande.
On a terminé sur un dernier échange par rapport aux limites, enfin l'intérêt et les limites en fait de l'ACV, en disant l'ACV a aussi ses limites en termes d'imprécision et en se disant effectivement c'est bien quelque chose dont les résultats sont liés à la connaissance que l'on a donc à un moment donné. Et en se disant il y a des impacts qu'on ne prend pas en compte ou qui ne sont peut-être pas encore suffisamment travaillés aujourd'hui. Donc, ce qui pose les limites de l'ACV, donc en disant il faut que ça reste quand même un outil global qui donne des tendances, mais qu'il est important d'en connaître les limites. Donc, ça milite en tout cas donc, pour dire que nos sujets doivent bien être repositionnés en termes de compréhension, donc avec les fiches techniques nécessaires qui vont permettre à la fois de s'approprier et de prendre la marge de recul nécessaire pour en faire le meilleur usage possible. Voilà un peu l'essentiel. Léa, je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà. Mais il y a vraiment les questions de risque à... Ouais. Comment outiller derrière les viticulteurs dans le choix des différentes pratiques et gérer toutes ces gestions de risque au global. En tout cas, on a eu des échanges entre effectivement des interventions à la fois de conseillers, d'étudiants. Jean-Marc est intervenu, voilà, donc varié et riche. Donc, merci à l'ensemble des personnes qui ont à la fois témoigné et enrichi ce débat. Et parfait. Merci à vous tous de ce retour de ces très enrichissants des différents ateliers. Je pense qu'on peut laisser la parole à Jean-Marc pour nous faire une synthèse de la journée, profiter de sa longue expérience pour nous donner quelques pistes pour les perspectives de développement de ce projet ou d'autres. Merci Mohamed. Ce que je vais vous présenter, je demande votre indulgence, je l'ai fait en temps réel, en écoutant ce qui était dit, pour essayer d'extraire les traits saillants de cette journée, aussi bien au niveau des présentations que des discussions. On ne t'entend pas très bien, Jean-Marc, c'est possible de se rapprocher du micro et Je suis très près du micro, là vous m'entendez mieux? C'est mieux, oui. Parlons fort. Je vais parler fort, d'accord. Alors, l'intitulé de ce programme qu'on a l'habitude d'appeler Éco-3Vic, il nous a été rappelé ce matin, c'est éco-conception collective en viticulture pour l'accompagnement au changement de pratique. La journée a commencé par un travail sur l'éco-conception. Je vais prendre à l'envers et partir de la question du changement de pratique, dont on a beaucoup discuté, surtout vers la fin de la journée. Alors, le changement de pratique, il y a beaucoup de raisons de changer de pratique qui ont été rappelées au début dans les introductions. Ce qui a été souligné, c'est que l'aspect environnemental qui est mis en avant dans l'éco-conception, il n'est pas seul, ce n'est pas le seul moteur, et que la santé, et donc les présentations d'Annie Sigwald et Mohamed Ghali nous ont rappelé que la santé, le confort au travail, c'était des éléments de mise en mouvement des pratiques qui sont extrêmement forts et parfois plus forts que l'environnement. Pour l'environnement, le label environnemental ou l'écotourisme facilite clairement l'adoption d'outils innovants et la promotion de l'éco-conception. Pour nourrir cette éco-conception, on a vu 2 outils qui nous ont été présentés et 2 outils qui rompent… Jean-Marc. Oui. Le son, il n'arrive pas très bien. Ah, je ne sais pas quoi faire. C'est pas peut-être le micro, il faut augmenter le volume peut-être. Je pense que pour les participants, c'est pas la même chose. Je pense que c'est nous C'est qui un n'entendons pas bien. C'est bon pour les participants. Voilà, si pour les participants ça va, nous on va essayer de tendre l'oreille un peu plus. Je vais parler un peu plus fort encore si vous voulez.
Merci. Désolé. Bon. Donc, les outils qui nous ont été présentés, c'est des outils qui rompent avec l'esprit des outils les plus classiques, des outils d'aide à la décision technique par technique pour optimiser les traitements ou pour optimiser la fertilisation. Là, non, on est sur des outils pour la transition. Donc, des types d'outils sur lesquels, jusqu'à maintenant, on a beaucoup moins travaillé. Et je pense que c'est important que ce programme se soit penché sur ces questions-là. Pour les agriculteurs, ces outils permettent une prise de, je cite, une prise de recul des vignerons sur leurs pratiques, des échanges sur les pratiques. Ça permet de dépasser le raisonnement sur les seuls phytosanitaires pour une vision plus globale. Pour les conseillers, c'est des outils qui permettent de passer d'un conseil ponctuel à chaud à un accompagnement stratégique à l'échelle de l'exploitation, prenant en compte des aspects comme la résilience ou la structure de l'exploitation et son évolution. Bref, des changements relativement importants dans les deux cas sur la nature des informations qui sont utilisées. Cet accompagnement par les conseillers qui a été, ou par les ingénieurs, qui a été souligné dans la présentation d'Alain Treton, c'est un accompagnement qui donc est réalisé grâce à 2 outils innovants dont les atouts ont été présentés, je ne reviens pas dessus. Donc IP de VIT qui fait de l'évaluation économique, et Vitipoli qui est sur de la conception. On a vu, ces 2 outils, c'est des réalisations dont on a vu l'efficacité, mais c'est aussi, je pense, des sources d'inspiration pour d'autres outils de l'avenir. Les exposés, les débats, les ateliers de l'après-midi ont permis de discuter de différentes choses à propos de ces outils, sur lesquels je ne reviens pas dans le détail. Juste pour insister sur le fait que Vitipoli est un outil qui est basé sur l'ACV, qui est une méthode de référence, nous a dit Vincent Collomb. Et c'est important, il a souligné, je crois que c'est important d'y revenir en conclusion, c'est important de voir que la prise en compte de l'ACV au niveau de l'agriculture, ça permet de ne pas laisser l'utilisation de cet outil, qui est une approche relativement importante et dont l'importance monte, de ne pas laisser ça à l'aval. On a peu évoqué les limites de l'ACV, sauf tout à fait à la fin du compte-rendu de l'atelier 3, en particulier le fait qu'elle ne prenne pas en compte la biodiversité, ou mal en tout cas. Je pense que c'est important de les avoir en tête. C'est très puissant l'ACV, mais bon, ça n'a pas que des avantages. C'est important d'en voir les limites et de la compléter avec d'autres méthodes d'approche, comme ça a été évoqué dans les exposés. C'est également intéressant, potentiellement, de coupler les 2 outils pour l'éco-conception, comme ça a été évoqué tout à fait à la fin, juste avant que je prenne la parole. Ces 2 outils, ils ont aussi un atout qui est la quantification, leur aptitude à quantifier. On peut dire que c'est aussi une limite, parce que tout ce qui n'est pas quantifiable ne va pas s'y retrouver. Donc, voilà, il y a ce sur quoi on a des approches seulement qualitatives, ça va être plus difficile à prendre en compte par ces outils. Et donc, ça sera important de dépasser ces limites dans l'avenir. 3 grands points concernant la relation entre ces outils et le changement, je reviens au changement de pratique, ont été évoqués. La question du temps, la question du risque et la question de la mise en mouvement des producteurs. Alors, la question du temps, c'est le temps, la nécessité d'un temps disponible pour l'atelier. Christelle Renaud nous a dit que c'était aujourd'hui possible de diminuer ce temps. Donc, les choses avancent bien à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à diminuer, c'est le temps nécessaire pour le changement de pratique, qui est un temps qui nécessite de la documentation, de la réflexion, et le temps nécessaire pour voir les effets de ces changements de pratique. Et donc, la question du temps, elle se pose fortement pour ces outils d'appui à la décision stratégique ou à l'accompagnement stratégique. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui
qui est lié à la culture, culture au sens culturel, que nous avons tous et que les agriculteurs ont souvent autour d'outils d'aide à la décision et de réponse immédiate. Prendre le temps de réfléchir à ce qu'apportent ces outils et prendre le temps d'observer les effets des décisions prises suite à leur utilisation, c'est des choses dont on n'a peut-être plus l'habitude. La question du risque. Alors, la question du risque du changement de pratique, ça a été évoqué comme une source de difficulté. Hein. Les agriculteurs, les viticulteurs n'osent pas toujours prendre des risques. Alors, j'ai envie d'ajouter quand même, oui, on parle des risques liés au changement de pratique, mais si on évoquait aussi le risque lié au non-changement de pratique, le risque de ne pas changer, il faudrait peut-être le calculer aussi. Donc, je pense que là, derrière les progrès à faire pour l'avenir, il y a des progrès à faire sur l'estimation des différents risques, le risque de changer, le risque de ne pas changer. Alors après, ce risque de changer, on peut aider à le limiter, et en particulier tout ce qui a été dit et échangé entre nous sur le rôle des groupes, le travail en atelier autour d'un outil, le travail en groupe de développement qui peut permettre des réassurances, qui peut permettre des aides à la réflexion suite à un échec. C'est des choses, les dynamiques de groupe sont totalement complémentaires de ces deux outils dont on a parlé aujourd'hui, en particulier en relation avec cette question des risques. Enfin, la mise en mouvement, ben oui, ça ne sert à rien si les agriculteurs n'ont pas envie de bouger, et comment leur donner envie. Donc ça, c'est probablement un point aveugle de l'étude, mais un point qui a été souligné à plusieurs reprises dans la journée et donc qui nécessitera probablement des travaux ultérieurs. Est-ce que les outils peuvent favoriser la mise en mouvement? Oui, certainement, dans certains cas, des agriculteurs qui viennent un peu réticents et qui ensuite découvrent des tas de choses, ça a été dit, découvrent les potentialités du changement. Voilà, donc autour de la mise en mouvement, il y a aussi autre chose qui a été évoquée, c'est le fait que la réglementation pouvait être source de blocage. Il a été dit aussi à un autre moment que ça pouvait être source pour faire bouger. Le fait qu'on n'ait plus le glyphosate, ça oblige à innover. Mais le fait que certaines pratiques soient imposées, c'est un blocage. Bref, on est dans une problématique qui amène à se réinterroger sur les politiques publiques, sur le lien des politiques publiques à l'innovation, qui n'a pas été abordé aujourd'hui, c'était pas dans le sujet, mais qui est un point important. Et entre autres, derrière, il y a le débat entre l'obligation de moyens qui est plutôt, qui aboutit à ne pas bouger, et l'obligation de résultat qui peut faire plus bouger. En tout cas, même si ça ne se résume pas à ça, je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau-là. Enfin, pour terminer, on vient de voir, en fait, on vient de parler d'outils pour la co-conception, donc qui aident à concevoir des solutions, d'outils pour le changement, qui aident à faciliter le changement, d'outils pour la réflexion stratégique, c'est les mêmes, hein, qui servent à tout ça. Donc, pour la co-conception, pour le changement, pour la réflexion stratégique, on a évoqué ces outils pour l'apprentissage, on a évoqué leur rôle pour la formation. Bref, derrière ces outils-là, il y a une diversité d'usages. Et je voudrais terminer là-dessus. Il y a encore du travail sur les outils, certainement, et vous l'avez signalé. Moi, je dirais qu'il y en a aussi beaucoup sur les usages. Qu'il s'agisse des usages que les concepteurs des outils ont imaginés et planifiés et testés, mais aussi des usages que les utilisateurs vont inventer dès qu'ils les auront en main. Parce qu'il y a une grande créativité chez les utilisateurs. Et la liste que je faisais, outils pour le changement, pour la co-conception, pour la formation, l'apprentissage, la stratégie, ben, ça va donner une inventivité, je n'ai pas de doute. Alors, il y a encore du travail donc sur ça. Excusez-moi, je n'arrive pas à me relire. Voilà, je voudrais juste, dans un dernier mot, m'associer à ce qu'a dit Mohamed au début, qui a tenu à souligner le rôle de Frédéric Jourjean, qui a été à l'origine de ce programme,
pas toute seule, avec un certain nombre d'autres, mais qui en a été le leader au début. Et donc, la saluer, lui adresser un petit bonjour. Et donc, terminer en vous remerciant tous de ces débats très intéressants, de ces présentations et de ces débats très intéressants. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette journée. Jean-Marc, c'est un très bon résumé qui synthétise vraiment le déroulement de la journée et qui nous apporte en plus des éléments de réflexion, de développement. Ce qui a été dit, mais ce qui n'a pas été dit aussi, et c'est aussi intéressant que tout ce travail. Et je pense que c'est un élément très, très important qui va nous aider par la suite. Je ne sais pas si l'un ou Christelle ou quelqu'un veut rajouter quelque chose d'autre ou si on a des remarques ou des questions de la part des participants. Moi, je veux bien juste dire deux mots, effectivement, de tout l'intérêt effectivement qu'on voyait à ce sujet. Donc, quand nous en parlions effectivement il y a quelques années ensemble avec Frédéric, tout le je dirais le parcours que nous avons fait pour aboutir effectivement à ce qu'on a présenté aujourd'hui et les débats montrent effectivement que le chemin il est encore à parcourir et je retiens la dernière phrase de Jean-Marc, c'est-à-dire que il faut aussi mettre ça à disposition parce que les gens, les utilisateurs vont inventer, vont faire progresser la mécanique. Donc, je pense qu'effectivement, on est bien dans cette mécanique et tout l'intérêt du transfert pour démultiplier les impacts. Et effectivement, la notion du mouvement, c'est aussi, on est, nous, en propre mouvement donc par rapport à un contexte qui a bougé. Et donc, je crois on le partage suffisamment avec Guillaume, donc sur des enjeux qu'on a évoqués, on ne va pas les reprendre, de l'intérêt qu'on va trouver à mettre en mouvement et en usage, en tout cas dans nos métiers, dans nos équipes, un certain nombre d'outils pour accélérer effectivement, ou en tout cas donc accompagner les vignerons. Et on ne l'a pas évoqué, mais c'est un oubli de ma part dans la journée, qu'effectivement tout ce que l'on travaille là, c'est bien au service des vignerons et ce qui a été repris récemment dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle le plan filière, qui est un produit issu, on va dire, enfin un résultat plutôt du débat sur les EGA, plan filière national qui s'est décliné en plan filière Val-de-Loire. On y a travaillé donc avec plein d'acteurs, avec l'interprofession, etc. Et on voit aujourd'hui que ça donne du sens et tout ce que l'on fait là va permettre d'appuyer et trouvera sa place, quoi. Donc dans les accompagnements. Je pense que le maître mot d'aujourd'hui, c'est la mise en mouvement. Il y a aussi les autres termes, le temps, le risque, mais je pense qu'il est temps de se mettre en mouvement pour éviter les risques futurs. Donc, de mettre ça dans une seule phrase. C'est un élément très important. Ce que je peux rajouter, c'est que moi, personnellement, j'ai trouvé la journée très, très, très riche par la qualité des présentations, des échanges et des questions de l'ensemble des participants. C'est un échange qui a fait émerger de belles perspectives en fait, de développement, notamment à travers ce qui a été soulevé par Alain et par Jean-Marc, mais aussi par les pistes de collaboration possibles qui, lors des ateliers, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur le logiciel d'évaluation des performances économiques. Je pense qu'on ne va pas manquer, en fait, on ne manquera pas de revenir. Et l'enregistrement, en partie, il sert à vidéo est très utile à ça. Voilà, je pense, voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on peut, oui. Je voulais juste aussi remercier à la fois tous les partenaires, mais aussi tous les viticulteurs qui ont pris part aux ateliers avec nous.
Alors, j'espère que ça leur a apporté. En tout cas, on l'évoquait tout à l'heure avec Quentin de Robert et Marcel, leur contribution a permis aussi de faire avancer tous ces outils et aujourd'hui, de pouvoir les mettre aussi à disposition de la formation des étudiants, d'autres viticulteurs. Et voilà, leur contribution est aussi vraiment importante dans ce partage de connaissances aussi entre nous, les chercheurs, eux, leur connaissance de terrain, la connaissance des techniciens. Voilà, ce sont des connaissances croisées qui ont fait progresser l'ensemble des travaux. Donc, voilà, qu'ils en soient remerciés. Et j'espère que tout ça va vraiment continuer à les aider, à les accompagner dans leur progression. Voilà. Merci à tous. Moi aussi, je Bah, merci. vous remercie infiniment de ce travail pendant ces 3 ans, de l'ensemble des partenaires. Je remercie Frédéric, je sais que Frédéric Jourjean, mais aussi Frédéric Pelé, notre assistante nous avait beaucoup aidé dans l'organisation de cette journée. Ce n'était pas une tâche assez facile. Finalement, c'était un peu compliqué, surtout avec le distanciel, mais je pense qu'on a réussi quand même à mettre les choses bien en place. La journée s'était très bien déroulée. J'oublie pas aussi de remercier notre financeur, l'ADEME, en espérant qu'il nous finance encore une fois d'autres projets, notamment sur les perspectives qui viennent de sortir aujourd'hui. Merci à toi aussi, Jean-Marc, de ta présence aujourd'hui, de cette synthèse. Franchement, je n'avais pas de doute sur la qualité de tes remarques. Et puis, merci aussi à l'ensemble des membres du comité de pilotage qui a bien voulu nous accompagner au fur et à mesure des 3 années de ce projet. Voilà, on a fait le tour. J'espère qu'on n'a oublié personne. Si on a oublié quelqu'un, je le prie de nous excuser. En attendant de vous voir de vous rencontrer en direct dans d'autres circonstances plus présentielles, disons. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à tout le monde et à l'ensemble des participants. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.